Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Donc nous nous retrouvons comme tous les dimanches pour une émission dans laquelle nous abordons des thèmes d'actualité et de déconstruction. Aujourd'hui, nous n'allons voir qu'un point d'actualité parce qu'il concerne tant la situation internationale que notre pays. Il s'agit de la question de l'utilisation du glyphosate en agriculture et en matière de déconstruction. Nous allons parler de la démarche qui permettra d'arriver à la conquête de la souveraineté. Donc voilà pour le programme et on commence tout de suite avec la question du glyphosate. Alors pourquoi nous en parlons? Vous avez peut-être entendu dans l'actualité parler de la rencontre qui est appelée à prendre fin. Donc les 27 membres de l'Union européenne ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, à avoir la majorité qualifiée qui permettrait de prolonger l'utilisation. Alors, rien n'est encore joué parce qu'il y a encore quelques mois pour que les pays de l'Union européenne fassent les tractations et dans l'espoir de prolonger l'utilisation du glyphosate. Alors, le glyphosate, c'est un produit utilisé en agriculture qui est dangereux. Et le Centre international de recherche sur le cancer a établi et a décidé que c'est un produit cancérogène probable. De même que l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, qui l'a classé dans cette catégorie-là. Et ce qui fait que on sait qu'il y a débat. Il y a évidemment des experts qui soutiennent les positions des multinationales qui disent, comme pour le chlordécone, les liens entre maladies et pesticides ne sont pas établis, mais il est clair que l'Institut national de recherche médicale, l'INSERM, a fait une étude qui a été publiée en 2021 où il disait qu'il y a une forte présomption de lien entre les glyphosates et le lymphome non hodgkinien, c'est-à-dire concernant le cancer du sang. Donc, il y a quand même un débat. La moindre des choses, c'est que le principe de précaution devrait prévaloir. Mais, comme l'Union européenne représente les multinationales, l'autorité de sécurité des aliments a indiqué qu'elle n'est pas arrivée à identifier un domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement, susceptibles d'empêcher l'autorisation d'utilisation du glyphosate. Vous voyez qu'il y a des circonvolutions de langage pour dire que on n'a pas pu identifier de préoccupation critique. En fait, c'est la défense des intérêts des multinationales pour prolonger quand des experts, des scientifiques, disent que non, il y a des présomptions importantes que ces liens-là. Et donc, quand cette réunion s'est tenue entre les 27, il y a eu un vote et on pourrait se demander, est-ce que la France a voté contre l'utilisation? Non, elle s'est abstenue. Elle s'est abstenue parce qu'au départ, la France voulait maintenir la prolongation, mais il y a des mouvements écologistes, des mouvements de victimes très puissants dans l'ensemble de l'Europe, mais en particulier en France, et ce qui a poussé le gouvernement français, enfin, les représentants de la France en Europe, à s'abstenir et à ne pas voter. Mais il y a aussi une autre situation qui a poussé la France à réfléchir, c'est que quelques semaines avant, il y a le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui a étudié un dossier avec des experts à l'appui et qui a établi le lien entre les malformations de jeunes de 16 ans et l'utilisation de glyphosate par sa mère qui travaillait à entretenir des lieux, donc il semait glyphosate. Et on a établi que ces fortes pathologies dont il était porteur, il s'appelle Théo Gratalou, un jeune de 16 ans,
malformation du larynx, de l'œsophage et du système respiratoire. Donc, le fonds d'indemnisation a reconnu la liaison et a ordonné Monsanto, enfin, des responsables, ils sont appuyés sur les résultats de ces études-là pour attribuer une rente de 1 000 € par mois à ce jeune-là, hein, depuis mars 2022. Donc, et en mars 2025, normalement, il sera question de réévaluer cette rente en fonction de l'évolution de la maladie. Donc, cet incident-là qui s'est... cet incident, c'est pas né. Cet exemple-là qui a pu être révélé dans les médias avant la réunion du 27 a joué dans l'opinion publique et a poussé le gouvernement français à s'abstenir dans ce vote-là. Alors, est-ce que ça nous concerne? Bien entendu, puisque notre peuple est déjà empoisonné par plusieurs molécules de pesticides, dont la molécule de chlordécone, et que le glyphosate est massivement utilisé, que d'autres pesticides encore sont utilisés en Martinique. Il faut dire que pour cette année, c'est à peu près 1000 tonnes de pesticides qui rentrent en Martinique, dont le glyphosate. Et il y a 1 ou 2 ans, on révélait que la Martinique était le 3e département français en ce qui concerne l'importation du glyphosate. Donc nous sommes concernés. Mais ça nous montre quoi? C'est que le gouvernement français, les autorités françaises qui défendent les intérêts des multinationales et des grands exploitants agricoles, malgré le scandale du chlordécone, ne prend aucune disposition pour prévenir ces éventuels empoisonnements qui vont de nouveau, et là qui ne concernent pas seulement les gens des bananeraies, toucher la population. Alors ça, c'est pour cela qu'on peut dire que ça nous concerne. Et ça nous concerne aussi parce que, en fait, c'est le modèle productiviste, c'est le modèle capitaliste de l'agriculture qui exige l'utilisation massive des pesticides. Et chez nous, c'est encore plus grave puisque nous sommes dans le système des monocultures coloniales. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les capitalistes et le gouvernement colonial reviennent sérieusement sur l'interdiction des pesticides en agriculture. Alors déjà qu'il ne veut pas indemniser, prendre les conséquences du crime qu'il a commis, mais en plus il entretient le crime, il renouvelle le crime. Donc voilà pourquoi cela nous concerne. Et il faut bien dire que si l'Europe n'est pas arrivé à avoir la majorité pour interdire la prolongation, pour permettre la prolongation, décidément, je m'excuse de ces machins, un peu de fatigue, c'est parce qu'il y a résistance dans les populations, mais que les autorités sont directement au service des multinationales et feront tout pour maintenir l'usage des pesticides en agriculture. Alors, on va passer sur la question de la déconstruction. J'ai annoncé le thème, la démarche qui permettra la conquête de la souveraineté. Alors pourquoi j'ai privilégié ce thème-là? C'est que nous sommes dans une phase où la question de l'évolution institutionnelle se repose avec de plus en plus d'insistance. Cela a commencé par les décisions de la CTM d'adopter le drapeau rouge et noir et d'instituer le créole comme langue officielle. Et là, on a vu la réaction du pouvoir colonial qui a dit non, pas question, il faut interdire ça pour que les idées d'émancipation ne se consolident pas. On a vu les réactions des réactionnaires, des assimilationnistes qui ont dit ouais, c'est la question de l'indépendance qui revient. Donc il y avait déjà une situation où le problème était discuté, et cela a été renforcé par la déclaration d'Emmanuel Macron concernant la Corse, où il a dit oui, il faut
réfléchir à une forme d'autonomie de la Corse, et il a même parlé de modifier la Constitution pour intégrer la notion de l'existence de la Corse et lui donner les possibilités d'avoir une autonomie élargie. Alors évidemment, toutes les colonies ont pris la balle au bon pour dénoncer la situation actuelle et exiger qu'eux aussi aient plus d'autonomie. Alors, il y a cela qui a fait qu'on parle beaucoup de cela. Et à côté de ça, il y a des initiatives qui sont prises par certains élus martiniquais, dont le député Nadeau, qui demandent que dans la Constitution française, on réinscrive la notion de peuple, la qualification de peuple concernant la Martinique, puisque vous savez que le pouvoir colonial a fait enlever cette notion-là pour empêcher notre droit à l'autodétermination et remplacer par les populations d'outre-mer. Donc, il y a ces initiatives-là qui sont prises. Et puis, il y a en marge des organisations nationalistes de différentes colonies qui ont formé un groupe et qui est allé à l'Assemblée générale de l'ONU, la 78e année, pour, par les moyens de lobbying, demander que la Martinique et la Guadeloupe soient réinscrites comme territoire à décoloniser, sur la liste des territoires à décoloniser. Donc tout cela montre qu'on est dans une phase où se repose la question du statut, où se prennent des initiatives pour avancer vers la souveraineté. Et donc il faut nous dire, mais quelle est la meilleure démarche dans ces conditions? Alors, pour entamer cette partie, je voudrais parler d'un référendum qui a eu lieu en Australie, la semaine dernière, et pour que nous en tirions les leçons. Alors, il s'agit du droit des aborigènes. Les électeurs australiens étaient appelés à voter une réforme constitutionnelle, on y est, demandé de réformer la Constitution, et là c'était le gouvernement de centre-gauche qui prenait l'initiative de dire, bon, il faut réformer pour pouvoir régler la question des aborigènes. Alors, qu'est-ce qui était prévu par ce projet? C'est de faire un conseil consultatif, pas un conseil qui a des droits législatifs, un conseil consultatif, ils avaient appelé ça la voix, qui représentait, qui était désigné par les aborigènes. Et ce conseil consultatif-là, quand il y aurait eu des lois, des mesures, des décisions économiques qui concernent ou qui ont des impacts sur les aborigènes, ce conseil consultatif pourrait donner un avis. Donc, on peut faire beaucoup de remarques sur ce progrès-là. C'est vrai que s'il y a un conseil consultatif, au moins ils feront entendre leur voix, mais il n'est que consultatif. Cette avancée qui, somme toute, était plus symbolique qu'autre chose, au départ, quand le gouvernement a présenté, dans l'opinion, on recueillait une majorité d'avis favorables. Ça veut dire que les Australiens blancs, les Australiens colons qui se sont emparés du pays, en majorité, étaient favorables à cela. Mais au fur et à mesure que la date du référendum avançait, il y a une campagne massive qui a été faite par les conservateurs, et notamment à travers les réseaux sociaux, campagne raciste, dénigrant les aborigènes, mais vraiment, vous imaginez, et disant que si jamais cette réforme-là passe dans la Constitution, les aborigènes auraient le droit de mettre en cause les titres de propriété de tous les Australiens blancs qui sont sur l'île continent, dans le pays. Alors, il y a eu cette campagne-là, et au bout du compte, 57% des électeurs australiens ont voté contre la réforme constitutionnelle
qui, rappelons-nous, là, était déjà très symbolique. Alors, comment ça s'explique? C'est parce que l'argument disant qu'on pourrait reprendre des terres de propriété a touché les intérêts égoïstes de ces descendants de colons qui contrôlent le pays. Donc, tant qu'on parlait de choses symboliques, de liberté, de droits d'aborigène, et que ça n'engageait personne, bon, ils étaient pour. Les Français, en particulier chez nous, là, hein, comme les Australiens, les Anglais, mais surtout les Français concernant notre colonie, ce sont les plus démocratiques, les plus anticolonialistes, les plus progressistes du monde. Ils prennent à cœur toutes les causes de souffrance en Afrique et tout. Et en Martinique, vraiment, ils pourraient... Non. L'intérêt égoïste des colons est prédominant sur leurs idéaux déclarés. Et c'est ça qui s'est passé, qui explique que ces gens-là ont voté. Alors, il faut quand même rappeler que la population aborigène représente 4% de la population d'Australie. Que ce sont des gens dont les ancêtres vivent depuis 60 000 ans. Depuis 60 000 ans sur le territoire. Quand les colons sont arrivés, c'est les Britanniques qui ont commencé à coloniser le pays, il y a 2 siècles, 200 ans. J'ai parlé de 60 000 ans, mais il y a 2 siècles que la colonisation britannique a commencé. Ils ont assassiné, ils ont fait une colonie de peuplement. Et la constitution qu'ils veulent réformer aujourd'hui, c'est une constitution qui date de 1901, donc à l'époque la plus glorieuse de la colonisation. Et c'est sur ça qu'il faudrait que le peuple aborigène vote pour demander un petit droit de consultation accordé par ces gens-là, par les dominants. Donc on est dans une situation qui nous montre les difficultés des voies de la décolonisation. Et outre le fait que les colons et descendants de colons, avec leur idéologie suprémaciste majoritaire, ne vont jamais admettre que des droits réels soient reconnus au peuple indigène, il faut noter que les effets de la colonisation de peuplement, et ça nous amène peine, j'ai oublié de dire le chiffre, 55% de non, hein. C'est quand même qu'il y avait une frange qui acceptait la petite évolution. Mais c'est la question du génocide par substitution qui est posée. Donc, quand les colons sont arrivés en Australie et partout ailleurs, ils ont les Kanaks massacrés et tout, mais en plus, quand la question de la décolonisation, que l'accession à la souveraineté des peuples autochtones, de leur droit à l'autodétermination, ces pays-là, ces colonialistes-là, emploient systématiquement la même méthode, noyer la population, la diminuer. On voit le résultat aujourd'hui au Kanaki, puisque nous sommes colonie de la France. Voyons ce qui s'est fait depuis la directive de Mesmer. Aujourd'hui, le peuple kanak est minoritaire. Malgré cela, on voit qu'il y avait grâce à leur lutte surtout, on voit qu'il y a des fractions des Caldoches qui ont compris qu'il faut chercher un compromis. Et au dernier référendum, le pouvoir colonial français s'est rendu compte que l'option indépendantiste progressait très fortement et risquait de devenir majoritaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont en train de travailler pour changer la loi électorale, pour changer les conditions du vote, pour truquer. Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autodétermination. Voilà un exemple qui montre les effets du génocide par substitution. Alors, nous qui vivons ça aujourd'hui, hein, l'accélération du génocide par substitution, nous devons en tirer les conséquences, parce que nous sommes tous conscients qu'il y a une accélération, il y a des propagandes, appels d'air, en même temps qu'on accélère l'expatriation de nos forces vives, de nos forces conscientes, et c'est un enjeu dont nous devons prendre en compte concernant la démarche pour l'accession à la souveraineté. Alors, ce qui s'en tire comme solution, comme conclusion de ce qui s'est passé en Australie, c'est premièrement
qu'il faut poser la question de l'électorat et de l'électoralisme. Hein? La problématique de l'électorat, c'est que s'il y a autodétermination d'un peuple, les colons, les expatriés, les gens venus profiter de privilèges de la colonie ne doivent pas normalement participer au vote. Il ne peut pas y avoir d'accession à la souveraineté, d'exercice de l'autodétermination, si ce ne sont pas les natifs natals, les gens ancrés dans le pays, évidemment, en y associant des gens venus de l'Europe, etc., mais qui se sont réellement intégrés, qui font partie de la société martiniquaise, qui donc participent. C'est pas le colonialiste qui doit dire, bon, toi tu peux voter, toi tu ne peux pas voter. Il faut qu'il y ait des commissions indépendantes contrôlées au niveau international qui fixent des règles justes en ce qui concerne la participation à des référendums d'autodétermination. Donc c'est une leçon concernant la question de l'élection. Mais cette même question-là nous amène à parler des démarches électoralistes que proposent certains dits nationalistes ou patriotes qui nous disent arrêtons de lutter, il ne faut pas organiser, il faut demander au pouvoir colonial plus de responsabilité. Ce qui ne veut rien dire dans le concret. Donc, on va demander plus de responsabilité. Mais pour demander plus de responsabilité, et puis aller vers l'indépendance, suivant leur démarche, il faudrait que ce soit eux qui déclarent leur conception de l'indépendance, qui soient majoritaires, à la CTM ou ailleurs, qui soient représentants du peuple martiniquais. Et donc, nous allons gagner des élections, et pour gagner des élections, il nous faut faire toutes sortes de compromissions électoralistes. On a vu ce que ça a donné avec l'alliance avec la droite dans l'ancienne mandature, qui a signé un moratoire de 5 ans pour demander des responsabilités dans le cadre de l'État français. Et ces mêmes partis-là, ces mêmes défenseurs de la voie électoraliste, parallèlement à ça, ont combattu des organisations révolutionnaires, des organisations qui s'ancrent dans le peuple et qui disent qu'il faut que ce soit le peuple qui soit meneur. Donc la démarche électoraliste, c'est une démarche assimilationniste, opportuniste, qui n'a aucune sorte de chance de mener à la souveraineté. Et il faut combattre politiquement, idéologiquement, des gens qui sabotent la lutte vers l'indépendance en se cachant derrière un électoralisme qui, soi-disant, devrait donner la possibilité de négocier avec le gouvernement français pour avoir plus de responsabilités. Pour développer le pays sous l'égide de l'AFD, l'Association française de développement, puisqu'ils organisaient un colloque pour dire comment l'AFD va nous aider à nous développer. Donc, l'expérience tant des Kanaks que de l'Australie nous montre qu'il n'est pas question de s'appuyer sur une démarche électoraliste. Bon, maintenant, il y a d'autres illusions qu'il faut combattre. C'est l'illusion que les institutions internationales et que le droit international pourra obliger la France à respecter le droit du peuple martiniquais. Allez demander la réinscription sur la liste des pays à décoloniser à l'ONU. C'est une bonne intention. Mais avant de définir sa stratégie, il faut marquer que l'ONU est devenue une chambre au service des impérialistes occidentaux qui ne respectent aucun droit international. Le Conseil de sécurité de l'ONU, manipulé par les impérialistes occidentaux, viole les droits des États déjà indépendants, autorise des agressions militaires, autorise la saisie de biens et d'États
lors du Venezuela, etc., ne défend rien du tout. Et la falise. Actuellement, le massacre que les sionistes, les terroristes sionistes font à Gaza, nous montre quelle est la position des gens qui sont à l'ONU. C'est vrai que le secrétaire général dit, oui, il faut essayer de protéger les civils. Oui, il faut avoir de la retenue. Mais la débauche de condamnation qui a été faite concernant les meurtres de civils en Israël n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Les autorités européennes, tout ça, bon, on va soutenir Israël, qui a le droit de se défendre. Les forces militaires états-uniennes vont dans la région. On a besoin de porte-avions militaires pour lutter contre le Hamas. Non. Ils vont appuyer Israël. Parce que Israël, c'est le défenseur dans la région. Mais, je parle de ça, c'est pour faire la comparaison. Israël viole les droits fondamentaux de la guerre. Il n'y a aucune sorte d'hésitation sur ça. Couper l'eau, l'électricité d'une population entièrement, empêcher que des médicaments, de l'alimentation pour l'ensemble de la population, c'est un crime de guerre. C'est intolérable du point de vue du droit international. Dire à 1 million de personnes, sortez de chez vous, je vais raser le pays, débrouillez-vous pour aller, sans tenir compte des mal, des possibilités, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Vous imaginez le nombre de civils qui sont tués directement par l'armée israélienne, bébés, tout ça? On ne nous fait pas pleurer sur ça. Mais pourquoi je parle de ça? C'est que l'ONU avalise cela. L'ONU ne prend pas de sanctions. Alors nous croyons que notre petit pays de 1100 km va frapper à la porte de l'ONU, monsieur, obliger la France à nous donner nos droits à l'autodétermination. Il ne faut pas tromper la population. Disant cela, nous insistons pour dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas aller faire de démarches pour pousser l'ONU dans ses retranchements, pour donner des dossiers, pour chercher des appuis. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de dire comment intégrer ce travail international dans le cadre d'une évolution, dans le cadre d'une stratégie globale. C'est ce qui est fondamental. Il nous faut combattre l'illusion que le pouvoir colonial accepterait loyalement de mettre en cause sa domination, que des revendications est également indispensable, mais que l'axe principal doit être la recherche de soutien et de convergence avec les forces anti-impérialistes. Ça veut dire qu'avant d'aller frapper tout, monsieur, s'il te plaît, il faut déjà travailler au niveau international avec tous les pays anti-impérialistes, avec toutes les structures non gouvernementales qui défendent les droits réels, je ne parle pas de celles qui sont manipulées. Il nous faut faire un travail de convergence des luttes populaires entre ceux qui se battent en Afrique pour mettre les Français à la porte, ceux qui se battent en Amérique centrale et du Sud pour rejeter les manœuvres américaines, etc. C'est là que le travail international doit se faire d'abord. C'est ça qui va servir de soutien pour qu'on soit crédible et écouté dans les institutions officielles. Et en précisant que ce travail-là serait totalement sans effet sur notre souveraineté s'il ne s'appuyait pas sur la mobilisation conséquente de notre peuple. Des mobilisations au cours desquelles le peuple martiniquais indique clairement qu'il exige le respect du droit à l'autodétermination. Si des gens vont revendiquer le droit à l'autodétermination et puis que la majorité du peuple n'est pas impliquée dans la démarche, dans la compréhension et dans la démarche, de la compréhension de la nécessité
de la souveraineté, on peut toujours aller et on continuera à aller dans des hôtels, dans des colloques, etc., sans que ça ait un effet sur l'avancée vers la souveraineté. Et alors, pour que le peuple fasse ça, mais il y a une condition. Il faut que, d'une part, massivement, tous les partisans de la souveraineté nationale fassent un travail pour porter au peuple martiniquais des éléments qui lui permettent de faire des choix éclairés. Parce que le peuple martiniquais n'est pas un peuple ignorant, n'est pas un peuple réactionnaire. C'est un peuple qui a été écrasé par des mensonges, par une propagande, mais dans son subconscient et dans la réalité, existent les éléments pour que si on lui porte à porte, quotidiennement, les éléments nécessaires à une compréhension de la situation réelle, ce peuple-là va se révolter, va exiger sa souveraineté. Donc c'est la première chose. Si on ne travaille pas à la vulgarisation, si on continue à s'autoproclamer tête de fil, c'est moi ou c'est mon petit groupe de 10 personnes qui veut attaquer le colonialisme français, qui veut faire partir les expatriés racistes, etc. Et puis qu'on ne comprend pas que si le peuple n'est pas d'accord, si ce n'est pas le peuple qui assume les mobilisations, ça n'ira nulle part. Donc si vraiment notre démarche vise à conquérir une réelle souveraineté, à nous débarrasser du pouvoir colonial, la tâche principale, c'est aller expliquer, aller, et puis organiser. Ça veut dire que sur le terrain, il faut qu'il y ait des structures dans lesquelles les Martiniquais, Martiniquaises de base discutent, comprennent et puis décident, bon, nous pas faire ça, nous pas faire ça, de plans pour intervenir dans sa vie sur le plan économique, culturel, de défense de notre patrimoine. C'est le travail d'organisation et privilégiant la résolution sereine des contradictions au sein du peuple. Si, entre indépendantistes et autonomistes, par exemple, c'est la division électoraliste seulement qui prime, et que chaque camp a plus de hargne à dénoncer l'autre, et n'attaque jamais le pouvoir colonial se frotte les mains. Il faut arriver à trouver des formules pour résoudre les contradictions au sein du peuple, ou même des stratégies, s'il y a des gens qui sont des obstacles à la marche pour la souveraineté, des stratégies qui font que le peuple comprenne que ce qu'il trompe voit clair. Porter des éléments, donc l'unité, l'organisation, c'est cela qui va nous permettre de marcher et effectivement vers la souveraineté. Alors, quand nous avons brossé ce tableau-là, proposer une démarche, critiquer des démarches que nous ne considérons pas comme valables, on arrive à poser le problème de l'urgence. À poser le problème de l'urgence. Parce que il y a des périodes historiques où on peut dire, bon, on a le temps, on a dizaines d'années, on a des siècles, on va faire un travail de persuasion petit à petit. Et puis on a des situations où la lutte se pose dans l'immédiat. Ça veut dire que le pouvoir colonial français sait que le peuple martiniquais est en train de se réveiller, donc il a mis une stratégie pour écraser toute possibilité d'arriver à la souveraineté. Mais en fait, on a beaucoup déjà parlé du génocide par substitution. J'ai fait allusion à cela pour la Kanaki. Mais nous répétons que là, c'est l'objectif principal du gouvernement français. Faire des artisans, faire des enseignants venir dans les maternelles, etc. Et faire que ces gens-là, ces expatriés-là, soient sur des bases suprémacistes. Vous êtes chez moi, hein, parce que c'est nos ancêtres qui sont allés vous prendre en Afrique. C'est nous qui avons fait ce pays. On entend les béquets qui disent, c'est nous qui avons fait ce pays, c'est la richesse du pays. C'est-à-dire,
C'est eux qui mangeaient l'argent, non, mais qui a coupé la canne, qui a planté la canne, qui a fait la richesse du pays. C'est le peuple martiniquais qui a fait la. Donc, Béké et surtout expatriés, c'est de qu'on parle maintenant. Les expatriés viennent avec un esprit de nous préparons à empêcher que les nègres revendiquent ce territoire-là. Nous faisons venir nos tantes, nos cousines pour acheter de la terre. Nous faisons des magouilles pour repérer les terres qui sont sans titre de propriété. Nous faisons des actes de trentenaires falsifiés. Et puis, nous imposons, nous montrons à ces macaques-là que c'est nous qui sommes les maîtres de ce pays. Je prends la décision d'écraser votre mur, je fais ceci, je manifeste dans un collège contre un principal parce qu'il a changé l'heure de sortie pour favoriser les enfants de la cantine, parce que je dois partir à 15h et non à 16h30, et je fais un groupe communautaire, donc c'est pas tout. Donc ils deviennent arrogants. Alors, c'est vrai qu'il faut manifester chaque fois contre les voyous, je dis ça comme ça, mais ça ne suffit pas. C'est quel plan avons-nous pour lutter contre le génocide par substitution? Quelle stratégie avons-nous pour faire comprendre aux expatriés suprémacistes et racistes qu'ils sont chez nous? Quelle stratégie nous avons? C'est le premier point. L'attaque de la France sur ce plan-là nous montre qu'il y a urgence. Il y a urgence. Mais ce n'est pas le seul élément, c'est la préparation militaire. Vous avez entendu cette semaine encore qu'il y a des manœuvres militaires. On intègre des gens du cru. Mais quand le responsable des manœuvres intervient sur les ondes, c'est Martinique Première, il me semble, pour dire, cet exercice nous permet de nous préparer à défendre des ressortissants contre une population au sein de laquelle des gens mal intentionnés pourraient... Je vous invite à aller revoir les journaux télévisés de Où ils s'expriment. C'est qui les ressortissants? Là-haut, c'était la même chose. L'exercice était préparé à l'évacuation des ressortissants. C'est qui les ressortissants? Les 350 000 Martiniquais, c'est des ressortissants ou bien des gens évalués à 40 000? C'est plus. Hein? C'est plus. Oui, il a été dit. Oui, un gendarme qui a dit non, nous sommes ici pour défendre. Chef de brigade. Chef de brigade, nous sommes là pour défendre nos ressortissants, ce n'est pas une question de plage. Donc, militairement, on se prépare à répondre à un soulèvement du peuple martiniquais. Et on prépare cet événement avec deux axes. Premièrement, quadriller. Des gens qui applaudissent. On a envoyé le RAID et le GIGN. Ça va empêcher la délinquance. La délinquance est empêchée parce que le GIGN vient en roulement dans les hôtels. Les gens applaudissent parce qu'il y a 3 brigades qui vont quadriller Marigot, Carbet, Fort-de-France. C'est pour nous défendre. Quand un Martiniquais appelle à la gendarmerie parce qu'il y a un problème, le gendarme ne se déplace pas. Quand un expatrié, colon, appelle parce que des fumées de poisson le gênent, il se déplace. C'est ça. Donc, il se prépare en quadrillant militairement en nous faisant croire que c'est pour notre défense contre la délinquance. Vous avez vu le système policier aux États-Unis. Vous avez vu qu'il y a la peine de mort. Vous avez vu qu'il y a des institutions pour envoyer les jeunes et les traiter comme des moins que rien quand ils ont fait des bêtises. Combien de crimes et de délits ont lieu chaque jour aux États-Unis? Est-ce que la solution militaire a empêché le développement de la délinquance aux États-Unis? Niet. Dans l'esprit des dirigeants, il y a un seul objectif, c'est de protéger les possédants. Mais je reviens sur le premier point qui est de la militarisation. Il y a le quadrillage, il y a l'espionnage,
Les radars ne servent pas seulement qu'à donner des PV. Le flicage à travers les ordinateurs, les smartphones, etc. Yes. Et puis il y a un deuxième, c'est de déstabiliser la jeunesse martiniquaise. Vous voyez la propagande qui se fait. Ils sont gentils, les gars de l'armée française. Ils défendent la démocratie, la paix dans le monde. Tous les jours à la télé, des spots. Ce qui est bien, c'est pas que je soigne, que je fais ceci, c'est que je le fais tous les jours. Ils sont gentils, l'armée française, martiniquaise. Prenons nos livres d'histoire concernant les répressions militaires, policières en Martinique depuis la présence de l'État français. Le dernier meurtre à Chalvet, contre des ouvriers agricoles qui demandaient le SMIC, c'est en 1974. Pourquoi depuis il n'y a pas eu des meurtres de cette nature-là, où l'armée va directement intervenir à balles réelles contre le peuple? C'est parce qu'il y a un mouvement indépendantiste qui s'est constitué. C'est parce qu'il y a des mouvements sociaux qui se sont constitués. Parce qu'il y a un progrès dans la conscience du peuple. Et ils savent qu'il ne faut pas qu'ils commettent trop d'erreurs. Parce qu'un nouveau septembre 70 ne se passerait pas, n'aurait pas la même conclusion. Donc, ils ont compris qu'il faut diviser le peuple martiniquais et prendre sa jeunesse pour lui faire croire que l'armée c'est quelque chose de bien, et puis surtout dans un pays de chômage, hein, on a l'uniforme, ça donne un campement. Hein. S'il y a une insurrection, et puis qu'on envoie l'armée française, comment ça va se passer? Vous vous souvenez, dans les manifestations en ville, on envoyait les policiers, ce que nous appelions les gars de caca avant, on les envoyait avant, et puis les autres là, c'est eux qui recevaient les premiers, et puis après les autres venaient régler le jeu. Mais division. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire à des jeunes qui sont sans travail de ne pas aller dans le corps militaire français où ils peuvent avoir un développement. Mais allez-y avec l'esprit martiniquais dans votre tête. Je vais me former, c'est pour combattre demain le pouvoir colonial français. Il faut savoir jouer des opportunités qui nous permettent de temporiser. Mais il nous faut faire la propagande pour dire que, attention, il y a urgence. Parce que l'armée française prépare la guerre contre nous. Génocide, préparation de guerre. Je rappelle une autre fois de plus le discours du président français Emmanuel Macron. Il faut absolument que tous les Martiniquais et Martiniquaises le lisent. Discours qu'il avait présenté au cadre supérieur de l'armée française pour les vœux de Nouvel An. Si vous ne le trouvez pas sur Internet, rapprochez-vous du site jcambouttv.com où vous trouverez le journal en ligne. Je vous donne la date du 31 janvier 2023. Vous avez le discours de Macron qui dit les outre-mer là, c'est la principale là, c'est là, faut que nous tiennes ça. Faut pas nous laisser échapper. Il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on... Il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça. Et il y a urgence. Pour la troisième raison que Yvon me souffle là, c'est que l'impérialisme français est en déconfiture. Le pouvoir colonial français est effectivement chassé d'Afrique. Quand il a été chassé d'Algérie, où sont allés les gens les colons qui avaient été chassés? On les appelait les pieds noirs. Martinique. Et c'est ce qui avait donné, entre autres, les événements de décembre 59. Racisme, privilèges, etc. Donc ça se rejoint avec le génocide par substitution. Il faut une terre d'asile pour les colons chassés d'ailleurs, avec accompagnement économique. Donc, je le redis, on a mis la démarche, enlevons les illusions concernant, papa s'il te plaît, donne-moi un petit peu. L'ONU,
oui, mais c'est dans la loi, vous devez nous protéger, on enlève ça. Et on dit qu'il faut qu'on ait une stratégie qui s'appuie sur la solidarité anti-impérialiste, d'accord? Mais surtout sur l'organisation de notre peuple, la conscientisation de notre peuple. Et c'est là que j'arrive à la conclusion. Quand il y a un mouvement de libération nationale, dans tous les cas de figure, il y a différentes réponses venant des populations, au sein des populations, pour s'attaquer au pouvoir colonial. Inévitablement, il y a des classes privilégiées qui ne veulent pas perdre des avantages matériels que la colonisation leur procure, tout en sachant le problème de l'oppression. Donc, ils vont chercher des voies médianes, alors essayer de négocier pour attraper, pour mettre... Ils vont peut-être se fâcher quand ils vont voir que le génocide par substitution les touche personnellement, leurs entreprises ou leurs enfants diplômés, mais ils ne veulent pas la rupture. Donc ils vont le voyer. Dans toutes les luttes de libération nationale, il y a ça. Et puis il y a des forces radicales qui disent au peuple, on se bat. On choisit la meilleure forme. Il y a des moments où c'est la lutte armée qui est possible. Il y a des moments où la lutte armée n'est pas possible. Mais la résistance populaire de masse est toujours possible. Parce que quand une armée, comme celle du pouvoir colonial, vient avec des armes, des balles, etc., si en face, il y a un peuple discipliné et qui sait employer la stratégie du damier ou pas oué, savoir, comme dirait Mao, reculer quand l'ennemi avance et le harceler quand il recule, pour aller vite, s'il est possible d'affronter ou de se confronter aux forces coloniales. Donc, il y a des forces qui tergiversent, il y a des forces radicales. Parmi les forces radicales, il y a des gens qui sont pétris d'idéologie bourgeoise, individuelle, élitiste. C'est moi qui, le peuple c'est des couillons, il n'y a pas qualité, il y a paix, c'est moi celle qui fait. J'ai entendu récemment dire, par des gens qui manifestaient contre un suprémaciste blanc, c'est pas des fois ça qu'a fait un pays. Bon, il y a l'ignorance parce qu'il n'y a pas de transmission d'histoire, mais il y a surtout l'arrogance élitiste, petite bourgeoise. Donc il faut isoler les gens qui s'autoproclament seuls défenseurs du peuple et qui font semblant d'ignorer que si le peuple n'est pas organisé, on n'ira nulle part. Et qu'on conduit le peuple à des massacres quand il n'est pas préparé à l'affrontement. Donc parmi les radicaux, je dis, il y en a qui mènent le peuple à l'abattoir. Et puis il y a les vrais radicaux, les vraies personnes qui défendent la souveraineté, qui disent, voilà, la démarche là, et pas éduquer, j'aime pas le mot, et pour donner au peuple les éléments de compréhension, de connaissance, l'organiser pour qu'il monte au front. Nous entourer des relations avec toutes les forces progressistes internationales qui vont dans la même direction, on y va parce que le moment est favorable. On va vers une guerre mondiale, assurément. Mais la guerre entre les impérialistes, c'est l'un des éléments de la transformation. La vraie transformation qui est en train de se faire dans l'humanité aujourd'hui, c'est que toutes les forces populaires, écologistes, féministes, panafricanistes, paysannes alternatives, etc., prennent de plus en plus d'importance. Et si la jonction se fait entre tous ces mouvements-là, on va accélérer la chute du système impérialiste occidental et particulièrement pour nous, on va mettre fin à la domination coloniale française. Donc voilà ce que je voulais vous proposer en disant que pour notre part, nous faisons une proposition, ce n'est pas la seule. Chacun porte sa contribution. Nous faisons une proposition. Tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises qui sont d'accord avec la démarche que nous venons d'expliquer, adhérer au comité populaire. C'est une proposition. Les syndicats disent, venez chez nous, on va vous défendre. Nous disons, adhérer aujourd'hui, parce qu'il y a urgence, au comité populaire, pour que dans les différentes communes, nous ayons des noyaux où tous et toutes peuvent discuter,
où les décisions d'organisation et les orientations sont arrêtées. C'est comme ça que nous allons arriver à la souveraineté nationale. Merci de votre attention. Alors, je vais passer la place 10 minutes. D'ici 10 minutes à Thierry Joseph Angélique qui va vous présenter la partie purement nationale de notre émission du dimanche matin. Donc, une petite transition musicale et donc vous allez retrouver Thierry Joseph Angélique, voilà, camarade